Et il y a une des blouses blanches qui a le réflexe de tirer les draps et les couvertures qui sont encore là. Et c'est là qu'ils comprennent que Albertine était en fait dans le lit depuis tout ce temps, depuis un certain nombre d'années. À ce moment-là, on ne sait pas exactement depuis quand, mais elle aurait a priori pas bougé. Lundi 29 août 2022, la gendarmerie se rend au domicile d'Albertine E, dans un hameau reculé du village de Bretoncelle, dans l'Orne. L'alerte a été donnée par le maire, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de cette dame qui aurait eu presque 100 ans. Le fils d'Albertine lui assure que tout va bien, mais la maison à l'état d'abandon avait fini par éveiller ses soupçons. Ce que les enquêteurs vont alors découvrir dépasse l'entendement. Albertine était décédée depuis bientôt 10 ans. Comment une vieille dame peut-elle disparaître si longtemps sans que personne ne s'inquiète ? Vincent Guerrier, journaliste à l'hebdomadaire local Le Perche, est celui qui a révélé cette affaire retentissante. Pour cet épisode du podcast En première ligne, il raconte comment il a démêlé les fils de ce fait divers qui a marqué un tournant dans sa carrière. Bonjour. Salut. Bonjour Anne-Sophie. Vous allez bien ? Ça va. Alors pour toi Vincent, tout commence le 31 août 2022 par un coup de fil que tu reçois à la rédaction du journal par un lecteur. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Alors c'est un lecteur, oui, qui le mercredi, jour de parution du journal, s'étonne qu'on ne trouve pas dans nos pages des informations sur le décès d'Albertine, qui me présente être sa voisine. Donc il est très étonné, donc moi un peu aussi du fait. Je comprends pas trop ce qu'il cherche, je comprends pas si sa voisine est quelqu'un de connu ou non, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ce qu'on appelle dans nos pages des rubriques nécrologiques. Et là il me dit non, mais elle était pas plus connue que ça, mais simplement la semaine dernière il y avait des camions avec marqué brigade criminelle qui sont restés plusieurs jours devant chez elle, donc il a dû se passer quelque chose. Donc je prends son contact et ce que je fais avant de me rendre sur place, c'est que je passe quelques coups de fil. Et le maire répond, mais il me dit qu'il est en congé. On est donc à la fin de l'été, qu'il est au courant de rien. Je rappelle un gendarme qui, lui, par contre, me dit, bah écoutez, il y a une enquête qui est en cours, effectivement, donc je peux pas vous dire grand-chose. Par contre, il me glisse, allez-y, grattez, ça vaut le coup. Donc c'est comme ça qu'en fait je prends la voiture et que je vais dans le hameau. Donc tu décides de te rendre sur place et qu'est-ce que tu sens d'inhabituel et qu'est-ce que tu apprends aussi sur Albertine ? Bah alors au début je sens pas grand chose d'inhabituel parce que du coup j'arrive pratiquement une semaine après la découverte réelle d'Albertine. Du coup j'essaye de savoir un petit peu qui elle était cette dame, si les gens l'ont connue. Et donc oui, là, il y a un petit peu deux catégories de personnes au fur et à mesure des rencontres que je fais. Moi, je vais toquer aux portes tout simplement, hein. Donc, ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, aussi bien journalistiquement parlant que ce que font les gendarmes aussi quand ils ont une enquête. Et donc, il y a des gens qui ont connu Albertine vivante, parce qu'ils sont dans le hameau depuis plusieurs années. Donc, c'est principalement des retraités. Ils ont des souvenirs d'elle dans le village. Pour certains, ils ont un peu grandi avec elle. Et donc voilà, cette première catégorie me disent un petit peu que c'est une personnalité pas toujours facile, un petit peu aigrie parfois, un fort caractère comme on dirait, voilà, qui a tendance à dire ce qu'elle pense. Voilà. Donc parfois c'est pas toujours très agréable. Et il y a une autre catégorie de personnes qui l'ont jamais vraiment tellement vue, c'est beaucoup de on-dit. Et par contre ils avaient connaissance des vents de son état de santé par le fils en fait, qui s'appelle Daniel, qui a 73 ans à l'époque, en 2022, et qui dit à tout le monde que sa mère va bien, qu'elle est assez âgée, donc elle sort plus. Mais par contre, il voit la voiture une à deux fois par semaine se présenter pour apporter les courses. Voilà, il a les bras chargés, il vient, il rentre dans la maison, enfin, il passe le portail, et il fait un petit peu d'entretien dans les premières années. Donc, pas d'inquiétude, c'est quelqu'un qui est très connu dans la commune. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça, c'est ce que me disent les gens. Et il y a aussi une information qui filtre, c'est qu'on m'invite à me renseigner davantage auprès de la première adjointe, Annick, qui est donc la belle-fille d'Albertine, donc la femme de Daniel.
Et on me dit que ces gens-là doivent savoir parce que bon, ils sont un petit peu au courant de tout dans la commune. Et donc, voilà, on m'invite pratiquement à aller me renseigner auprès du maire. Donc en fait, là, on arrive sur le côté de la maison. Et c'est par où sont rentrés, on voit toujours un espèce de passage qu'on devine au milieu de la haie. C'est par là que sont rentrés les enquêteurs pour aller inspecter la maison. Ils n'ont pas réussi à ouvrir le portail qui était vraiment bouffé par la végétation. D'ailleurs, ça n'a pas bougé 3 ans après. Alors, on voit toujours les ronces, une espèce de tuya qui a poussé par-dessus. Ouais, la maison est vraiment isolée. En fait, on ne peut pas la voir au-dessus du mur et du portail. Là, oui, voilà, en se mettant sur la pointe des pieds, on arrive à voir le toit, on devine les tuiles, une cheminée, mais on voit même pas de fenêtre pour l'instant. Il faut vraiment tenter de monter sur là un petit rebord sur lequel le maire lui-même est monté avant, un rebord où on devine l'entrée de la maison dans une espèce de petite buanderie et c'est tout. Le domicile de la vieille dame est fouillé une première fois par la brigade de recherche de Mortagne-au-Perche, lundi 29 août 2022. Les gendarmes retournent la maison de fond en comble, mais pas de traces d'Albertine. Le soir même, ils installent sur la porte un scellé qui indique disparition inquiétante. Mais juste après, l'affaire prend un autre tournant avec les révélations du fils d'Albertine. Le fils d'Albertine, il est entendu à l'hôpital parce qu'il vient de faire un malaise. Et donc les gendarmes arrivent à l'hôpital de Chartres en ayant des questions évidemment à lui poser. Et ça va être très bref, l'entretien va durer à peine 5 minutes. Il est dans un état de santé qui ne permet pas de l'interroger plus longuement. La seule chose qu'il dit, donc Daniel, c'est qu'il est rentré un jour chez sa maman, il l'a trouvée morte, il dit à côté du lit. Il situe ce moment-là à peu près en 2017 dans sa tête, il parle de 2017. Et puis c'est tout. Après, il n'explique pas quand les gendarmes lui demandent pourquoi, il se tait. Et donc on en reste là et les gendarmes se disent qu'ils reviendront plus tard l'interroger un peu plus en longueur pour comprendre ce qui a pu se passer. Et donc le lendemain, les blouses blanches de la brigade criminelle débarquent à leur tour dans la maison. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'ils découvrent ? Oui, en fait, eux, ils ont l'avantage de savoir que la veille, personne n'a rien trouvé. Ils ont aussi l'avantage d'avoir ces informations sur le fait que Daniel ait vu sa maman décédée dans la chambre. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de s'intéresser au lit ou ce qu'il y a autour du lit. En fait, le lit était entièrement plat la veille quand les gendarmes l'ont trouvé. Personne n'a eu l'idée de regarder ce qu'il y avait sous les draps. Et donc il y a une des blouses blanches qui a le réflexe de tirer les draps et les couvertures qui sont encore là. Et c'est là qu'ils comprennent que Albertine était en fait dans le lit depuis tout ce temps, depuis un certain nombre d'années. À ce moment-là, on ne sait pas exactement depuis quand, mais elle n'aurait a priori pas bougé, puisqu'on retrouve des restes d'os dans le matelas. Et donc, en fait, on comprend que depuis 24 heures, il y avait une enquête ouverte pour disparition inquiétante, et elle est très certainement ici, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire dans quel état les gendarmes avaient retrouvé la maison ? Un état de poussière et de moisissure particulièrement avancé. Il se tenait pratiquement la main devant la bouche en entrant dans la maison. Ça sentait pas la mort à proprement parler parce que le corps était décomposé depuis très longtemps, donc il n'y avait pas d'odeur de cadavre en fait. C'était simplement une maison hyper renfermée où tout avait... Voilà, la cuisine elle était remplie d'insectes, il y avait quand même des restes de poubelles ou de détritus qui dataient de plusieurs années. C'était un état de saleté en fait, comme des pièces qu'on laisse des années vides. En plus de ça, ouvert aux quatre vents, puisque la fenêtre dans la chambre d'Albertine, par exemple, était ouverte. Et donc, il y avait des bêtes qui étaient rentrées aussi. Enfin,
Donc c'était vraiment un peu un taudis quand même, hein, ouais. Et toi, comment tu as appris toutes ces informations? Principalement par le maire. Alors effectivement, c'était au début, comme on vient de le rappeler, un premier coup de fil un petit peu insignifiant. Enfin, en fait, j'ai compris qu'il voulait lui-même se couvrir des éventuelles révélations autour de son adjointe, Annick, avec qui il s'entend très bien à l'époque. Donc moi, quand j'arrive avec un certain nombre d'infos, les témoignages des voisins, et puis j'ai réussi à me faire confirmer l'essentiel par les gendarmes, donc par un petit jeu de questions-réponses, hein, voilà, les gendarmes ne m'ont rien dit, mais ils m'ont confirmé des infos que j'avais grattées ici et là. Donc j'ai à peu près des infos fiables, et quand je viens me présenter au maire pour lui reposer à nouveau les questions, j'ai le sentiment que voilà, il a un autre regard. Et puis il me dit tout de suite, bon, bah, vous avez tout compris en fait. Et là, ça va être une espèce de rupture où lui va complètement changer d'attitude et il va tout me raconter de manière assez libératoire. En fait, je comprends que lui, ça lui pèse beaucoup depuis un certain temps. Il en a pas parlé beaucoup autour de lui pour l'instant. C'est vraiment le début. Enfin, ça fait une semaine qu'on a retrouvé le corps, mais c'est resté vraiment en vase clos. Et lui, il a besoin d'en parler parce que c'est un truc qui traîne quand même depuis plusieurs mois, hein, la recherche, sa petite enquête dans le village. Donc je sens que ça lui fait du bien de le dire. Et alors là, nouveau rebondissement dans cette affaire qui est déjà hors norme, hein. Le fils meurt à l'hôpital 1 mois après la découverte des faits. Les gendarmes n'auront pas eu le temps de l'interroger à nouveau. Et la belle-fille, elle assure qu'elle n'était au courant de rien, que c'est son mari qui lui a révélé son secret juste avant de partir à l'hôpital. Donc finalement, avec la mort du fils, le mystère restera entier. Pourquoi a-t-il dissimulé la mort de sa mère durant toutes ces années? Personne ne le sait. A priori, le couple ne s'était pas servi dans les caisses, entre guillemets, dans les comptes d'Albertine. Et alors, c'est finalement la piste du déni de mort qui sera retenue. Et la procédure judiciaire, quant à elle, elle a été classée. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin nous expliquer ce que c'est que le déni de mort? Bah ouais, pour moi, c'est un peu une découverte parce que c'est un concept que je connaissais pas du tout. Enfin, c'est vrai que le premier réflexe dans cette histoire, c'est de penser que si on a dissimulé la mort de quelqu'un ou d'un parent, c'est pour capter l'argent, parce qu'effectivement, Daniel avait bien procuration sur les comptes, donc il payait aussi tout un tas d'impôts, de services. Enfin, il faisait comme si en fait sa mère était toujours en vie, hein. Il a vraiment été c'est pas un jugement que de dire ça, mais de dire qu'il a été très fort dans la fabrique du mensonge, hein. Il avait toujours un coup d'avance. Et donc, quand on parle du déni de mort, c'est un déni qui est un peu comparable au déni de grossesse, mais que des psychiatres expliquent. Alors, notamment, on se les fait expliquer par Daniel Zaguri, qui est un psychiatre assez connu, assez médiatique, qui a travaillé sur pas mal de grosses affaires. Alors, il dit justement que le déni de mort, c'est un peu comme le déni de grossesse. C'est un phénomène rare et complexe. C'est le fait de refuser que la personne soit décédée. On observe dans un premier temps un déni et dans un deuxième temps l'organisation du mensonge. C'est ce qu'on appelle le clivage. Au final, il faudra attendre 8 mois, jusqu'en avril 2023, pour que les analyses scientifiques confirment que les restes retrouvés dans la maison appartiennent à Albertine. Les enquêteurs situent sa mort entre fin 2012 et début 2013, soit 10 ans auparavant. Alors la découverte de la mort d'Albertine, ça a provoqué, on s'en doute, un torrent de réaction de la part des voisins et des gens du village d'ailleurs dans son ensemble. Il y a eu de la stupéfaction, forcément. Comment une vieille dame a-t-elle pu mourir depuis si longtemps sans que personne ne s'en inquiète? Il y a eu aussi de la tristesse, de la culpabilité pour les voisins les plus proches, de la colère et un sentiment de trahison même vis-à-vis du fils qui avait berné son monde pendant toutes ces années. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment toi, en tant que journaliste, t'as réussi à trouver ta place pour recueillir tout ça et surtout le rapporter sans accuser personne. Bah, le premier travail, c'était l'enquête de voisinage où là, on s'en tient à peu près aux faits, enfin, ou aux souvenirs des gens. Donc, on est à ce moment-là pas dans l'analyse véritablement, ça viendra un peu plus tard. Et donc, en fait, les voisins où ils se sont fait un peu pointer du doigt,
pas par les médias, enfin même si les médias ont forcément parlé de cette histoire, et peut-être que dans une ou deux phrases on peut glisser parfois comment ça se fait que personne n'a rien vu. Donc quand on pose cette question-là, qui est quand même légitime, il peut y avoir un sentiment d'accusation envers les voisins, et ils l'ont eu largement en fait, cette culpabilité-là. Ils ont déjà eu le premier coup qui était d'avoir été trahi par l'un des leurs, un proche, Daniel, le fils, donc, et dans un second temps, les réseaux sociaux et le on-dit les ont vraiment pointés du doigt comme étant finalement des complices de ce grand mensonge, parce qu'ils n'auraient rien vu, parce qu'ils se sont fait berner, parce qu'ils ont été naïfs. Donc ça a été très dur, ça a duré longtemps pour eux. Ouais, pas plus tard qu'il y a 10 jours, en allant boire un petit coup dans mon café de pays, je croise une dame qui était en fait une des voisines. Elle habitait le hameau à l'époque. Elle était à peut-être 50 mètres de la maison d'Albertine. Et quand quand on en reparlait de l'affaire, elle avait les larmes aux yeux. Elle me disait, mais vous vous rendez pas compte de la souffrance que ça a été pour nous, quoi, parce que pendant des mois, à chaque fois qu'on croisait des gens, on disait qu'on était de Bretoncelle, on nous ressortait cette histoire-là, puis c'était toujours, ah bah, mais on devait toujours se justifier, en fait, dire pourquoi on n'a rien vu. Et c'est vrai que pour ces gens-là, ça a été très, très douloureux, on peut l'imaginer. Et dans ce contexte qui est déjà lourd, il y a aussi beaucoup de journalistes nationaux finalement qui ont débarqué dans le village quelques temps après. Donc forcément, on peut imaginer que ça a provoqué encore plus de tensions, d'agitation. Est-ce que c'était difficile à gérer pour toi, d'autant plus en étant le journaliste localier qui en fait à la fin reste pendant que Mm. les Parisiens retournent à Paris après leur reportage? J'imagine que tu as peut-être affronté le rejet que vivent souvent les journalistes dans ce genre de circonstances. Bah, la chance que j'ai eue, c'était de sortir cette histoire en premier, donc les gens n'étaient pas encore assaillis par des micros ou des caméras. Enfin, et encore, voilà, ça, c'était pas non plus le petit Grégory, je veux dire, mais bon, effectivement, ils ont vu passer tout un tas de médias dans la foulée. Et ils se sont plus livrés à moi au début parce qu'ils avaient aussi ce besoin de parler, d'expliquer, de comprendre. Enfin, ils comprenaient bien pourquoi je venais, hein. J'ai jamais trop eu. Il y a des gens qui étaient peu loquaces, mais on m'a jamais envoyé balader. Ça a été un peu plus dur après. Les gens exprimaient assez plus facilement l'envie de passer à autre chose, oui, ça c'est sûr, ou de ne pas être exposé, parce que finalement le nom de Bretoncelle commençait à être associé à cette histoire déjà. Et tu m'as dit que tu avais reçu des coups de fil de certaines personnes quand même qui étaient inquiètes de tous ces journalistes qui arrivaient et qui te disaient on se fait accuser. Et donc je crois que c'est à ce moment-là que tu as décidé d'écrire un édito. Ouais, oui, effectivement, bah, notamment des résidents secondaires qui revenaient dans la commune et qui découvraient un peu l'histoire et tout ça. Et eux m'ont assez facilement appelé pour me dire, bon là, il faut que ça s'arrête, parce que bah, moi, on vient me trouver pour me dire que c'est un peu de ma faute parce que j'habite en face et que j'ai pas vu tout ce petit manège se présenter. Donc j'ai fait un édito, ouais, qui s'appelait... Alors je peux peut-être en lire un passage. Tu écris on a vite fait, dans de pareilles circonstances, d'accabler les voisins qui n'ont pas réagi plus tôt. Mais cela nous amène à nous poser nous-mêmes la question. Aurions-nous fait mieux que les habitants à Bretoncelle? Qui parmi nous n'a pas perdu de vue un ami sans jamais oser revenir un jour vers lui? Les rapports n'ont pas vraiment été mauvais. Par la suite, je veux dire, on m'a jamais reproché d'avoir parlé de cette affaire-là. Enfin, évidemment, ça a dérangé certains. Et puis, je n'ai jamais réussi à rentrer en contact avec Annick, la belle-fille. Il y a quand même évidemment des gens dans cette histoire qui sont un petit peu, comment dirais-je, heurtés par la médiatisation. Mais bon, je pense que tout le monde a bien compris notre boulot là-dedans. Et puis du coup, ça n'a pas mis de barrière maintenant dans le travail au quotidien. Peut-être même que le travail qui a été fait nous a aussi amené à avoir peut-être à être perçu un peu différemment, ou je veux dire, je pense qu'on a fait du bon boulot dans cette affaire-là, et puis
Et puis justement en abordant derrière des questions de société, ça a permis aux gens de comprendre que notre but n'était pas juste de traiter d'un fait divers de manière sensationnaliste, mais aussi de comprendre les enjeux de société qu'il y a derrière. Moi j'aime bien dire que cette histoire-là, c'est pas un fait divers, c'est plus un fait de société, parce que c'est pas une histoire criminelle, ça raconte beaucoup d'autres choses que le côté gore de l'histoire, et ça permet d'amener à la réflexion. Alors Vincent, je crois qu'on peut dire que c'est une affaire qui a marqué ta carrière. Tu en as même fait une BD. Tu as adapté l'histoire dans une bande dessinée que tu as coécrite avec un autre journaliste. La BD s'appelle Albertine a disparu. Qu'est-ce qui t'a touché à ce point, finalement, dans cette histoire ? Et qu'est-ce qui, selon toi, peut émouvoir tout le monde parce que ça dit des choses de la société ? Bah oui, moi ce qui m'a touché, enfin en tout cas étonné au début, c'est la disparition. Enfin c'est le fait de pouvoir disparaître dans nos époques modernes ultra connectées, où normalement on laisse des traces à peu près partout. C'est de pouvoir se dire qu'encore aujourd'hui des gens peuvent disparaître des écrans pendant 10 ans, et finalement ça passe, quoi. Donc c'est peut-être ça qui a participé au fait que moi cette affaire-là m'a un petit peu impacté. Mais finalement, ça touche tellement de thématiques, et le premier d'entre eux, c'est le tabou de la mort, en fait. Le grand tabou de la mort, qui est quand même un truc dont on parle pratiquement jamais en famille, qui est un vrai débat de société toujours actuel, hein, qu'on peut avoir sur la fin de vie. Mais ça montre bien que voilà, si un fils retrouve sa maman, ne veut pas dire qu'elle est morte, ça montre bien à quel point c'est un sujet quand même tellement sensible que lui-même n'ose pas le dire, quoi. Enfin, c'est quand même assez fou de se dire ça, même s'il peut y avoir la culpabilité, peut-être l'abandon, d'autres raisons, mais c'est normalement pas quelque chose qui devrait nous amener à commettre un truc aussi dingue. Donc c'est vrai que dans cette BD-là, ça nous permet d'aborder ces thématiques-là, des sujets de famille quand même aussi, et puis la question de l'isolement, parce que c'est aussi ça, cette histoire. Bretoncelle, c'est un petit village dans lequel il y a, enfin un petit bourg, parce qu'il y a quand même, c'est plus tout à fait un village, mais il y a quand même une multitude de hameaux très isolés, et ça raconte un petit peu tout ça, l'éclatement des familles aussi, le fait que des enfants soient plus toujours hyper présents auprès des anciens. Là, c'est le cas dans cette famille-là, même s'il y en avait un qui habitait pas très loin. Mais finalement, les visites sont pas toujours très fréquentes, et quand on a des personnes isolées dans des hameaux, il y en a qui sont visitées que très rarement dans l'année. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui est intéressant, je trouve, à étudier, qui dit beaucoup de choses de nos sociétés, de ce rapport qu'on entretient avec son voisinage ou avec ses propres parents. Moi, c'est une histoire qui m'a effectivement marqué parce que j'étais impliqué dedans journalistiquement parlant, mais ça a marqué beaucoup de monde dans la commune, et je sais que le maire au premier chef, je pense qu'il n'a pas passé 6 mois de sa vie sans parler de cette histoire tous les jours. Et puis finalement, on peut dire qu'avec tous tes articles, mais aussi avec la bande dessinée, t'as remis sur le devant de la scène, t'as mis en lumière cette femme, Albertine. Oui, c'est vrai. Ça c'est aussi quelque chose qui nous a tenu à cœur avec François Vignol, mais une dame qu'on a voulu... François Vignol, je précise que c'est le co-auteur de la bande dessinée. C'est ça, tout à fait. Quelqu'un qu'on a voulu invisibiliser, finalement on la retrouve mis en valeur. En plus, on a la chance que la BD soit elle-même assez lue, donc elle aura eu une existence méconnue, et puis elle aura eu une vie malgré elle, après sa mort, beaucoup plus populaire. Vous venez d'écouter En première ligne, un podcast d'actu.fr qui vous emmène dans les coulisses des faits divers suivis par nos journalistes. Merci à Vincent pour avoir partagé son expérience, et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.